Je me réveille et la première chose que je vois, c'est ces papiers, posés sur ma poitrine comme une insulte, des papiers de divorce. Et elle, Sophie, elle sort de la chambre sans même me regarder, sans un mot, sans une larme. Juste elle, qui s'en va, qui claque la porte, et moi qui suis couché là, paralysé, à me demander ce qui s'est passé pendant que j'étais absent du monde. 2 ans. 2 ans que je dors. 2 ans à rien sentir, à rien voir, à rien comprendre. Et quand j'ouvre les yeux, mon mariage s'écroule littéralement sur mon lit. Vous allez me dire que je dois commencer par le début. D'accord. Mais écoutez, le début, c'est pas joli. C'est pas une histoire de conte de fées. C'est une histoire lyonnaise. C'est une histoire de confiance qu'on échange pour de l'argent. C'est une histoire de mensonges empilés pendant 7 ans, et moi qui suis trop naïf, trop occupé à construire quelque chose pour voir ce qui se dessinait vraiment. J'ai 46 ans maintenant. Avant la coma, j'en avais 44. Ça paraît pas grand-chose, 44 ans. Mais moi, à 44 ans, j'avais passé 20 ans à construire quelque chose de rien. Une boîte de transport et de logistique. Juste une petite structure au début, avec un Renault Master et un téléphone fixe. Puis 2 camions. Puis 4. Puis des associés. Puis du vrai capital. On est une des meilleures boîtes de transport régionales dans le coin. On livre pour les supermarchés, pour les usines, pour les PME. C'est pas la taille de Steph ou de Géodie, mais c'est du solide. C'est du Lyonnais qui travaille. Et là-dedans, en 2017, je rencontre Sophie. C'est un événement professionnel, une espèce de gala du commerce et de l'industrie à Lyon. Vous savez, ces trucs où tout le monde est en costume, où on boit du Côte-du-Rhône qu'on prétend trouver exceptionnel, où on parle d'optimisation et de rentabilité pendant que le networking se fait au bar. Sophie, c'est pas une fille qu'on oublie. Elle a une allure. Elle est grande. Elle s'habille avec précision, comme si chaque vêtement était une décision stratégique. Elle travaille chez un cabinet de conseil en gestion d'actifs. Elle parle de placement, d'optimisation fiscale, de placements immobiliers. Elle sait de quoi elle parle. Et surtout, elle me regarde comme si j'étais quelque chose de rare, quelque chose qui valait la peine d'être approfondi. Naturellement, on se rapproche. On dîne ensemble. Elle me dit qu'elle trouve admirable ce que j'ai construit, que la plupart des hommes de mon âge sont déjà éteints, stéréotypés, finis dans leur tête. Mais moi, non. Moi, j'ai la passion encore vive, l'ambition, l'énergie. Elle parle bien, elle me regarde dans les yeux, elle pose les bonnes questions. Vous imaginez? Moi qui n'avais jamais eu le temps de vraiment aimer, qui avait sacrifié les relations pour la boîte, qui venait de passer par un divorce tranquille avec ma première femme 10 ans plus tôt. Au bout de 6 mois, elle emménage chez moi. Pas dans ma maison principale, mais c'est rapide. Au bout d'1 an, elle me dit qu'elle rêverait de mieux s'impliquer dans mes affaires. Pas directement dans la logistique, non, mais dans la gestion. Elle dit qu'elle voit des optimisations, des placements, des biens immobiliers qui pourraient devenir des actifs productifs. Je suis bête. Je suis fatigué. Je suis un homme de 39 ans qui construit depuis 20 ans et qui, pour la première fois, a envie de se reposer sur quelqu'un. Et elle est là. Elle est intelligente. Elle parle d'argent comme moi je parle de livraison. On le fait. Elle devient ma responsable de trésorerie officieuse. Je lui donne les codes bancaires. Je lui donne les clés des coffres-forts. Je lui donne les documents des propriétés. Au bout de 2 ans de relation, elle me propose. Non, attendez. Elle me dit qu'elle a envie de nous engager vraiment. Elle dit que ça mérite quelque chose de solennel. Elle me parle d'une cérémonie, quelque chose de beau, quelque chose d'intimiste. Elle propose la Corse, ou peut-être une villa en Provence, près de Luberon. Elle dit qu'elle va s'occuper de tout, que je dois juste me détendre et profiter. Et c'est là que j'aurais dû ouvrir les yeux. C'est en 2020 que la cérémonie se fait. Une villa de rêve, louée pour la semaine, avec vue sur les montres du Luberon. Elle invite nos proches, pas si nombreux que ça, mais les gens qui comptent pour moi. Elle a même trouvé quelqu'un pour officialiser le truc. Un homme bien, qui parle bien, qui a l'air respectable. Il y a des fleurs, il y a du champagne, il y a de la musique. C'est beau, c'est émouvant. Moi je pleure un petit peu. C'est honteux d'avouer ça maintenant, mais c'est vrai. Après, elle me dit qu'il y aura les papiers, les formalités administratives.
Elle va s'en charger. Elle me dit que c'est ennuyeux, que je dois continuer à me concentrer sur le travail, sur la croissance. Elle gère. Toujours. Vous savez ce qui s'est passé réellement? Cet homme qui a marié, c'était un acteur qu'elle a payé. Et les papiers, les vrais papiers qui auraient dû être signés à la mairie, il n'y en a pas eu, rien. La cérémonie était un spectacle. Et moi, je suis parti en croyant être marié à une femme qu'à l'administration, j'ai jamais vraiment épousée. Pourquoi? Parce qu'elle voyait plus loin. Parce qu'une vraie mairie implique des droits et des devoirs. Un contrat de mariage implique des questions, implique des avocats, implique de la transparence. Mais en se mariait pas légalement, elle restait libre. Elle pouvait accéder à mes comptes, à mes biens, tout en restant en dehors juridiquement. C'est diabolique, c'est calculé. 3 ans que je suis censé être marié. 3 ans qu'elle contrôle mes finances. 3 ans qu'elle vend mes biens immobiliers au compte-gouttes. 3 ans qu'elle met de l'argent de côté. Et puis, il y a cette nuit. Une nuit grise de décembre. Je suis sur la RN. On revient d'une visite chez des clients au sud de Lyon. Il pleut. Il pleut fort. Il y a du brouillard. Et puis, boum. Un poids lourd qui ne voit pas bien, qui change de fil. Et moi, je suis là, coincé entre 4 tonnes d'acier et la barrière de sécurité. 2 ans sans sentir, sans savoir, sans exister. Et je vous raconte pas le reste qui s'est passé pendant que j'étais absent. Elle a découvert qu'elle n'avait pas besoin de moi vivant pour que ça marche mieux. Elle a commencé à vendre. Elle a vendu la maison du Luberon, celle qu'on venait d'acheter, celle qu'on était censé avoir comme 2e résidence. Elle a dit au médecin qu'il y avait des dépenses folles, des complications neurologiques qui dépassaient l'assurance. Elle a vidé les comptes avec des justificatifs de soins imaginaires. Elle a créé une SAS, discrètement, sans dire à personne. Et elle a transféré dedans des biens, des entreprises. Elle a raconté à mes associés que j'avais un problème grave, une lésion au cerveau, que je ne reviendrai jamais, que peut-être il devrait envisager de revendre. Et elle a fait des visites au médecin. Elle a demandé, il y a 4 semaines avant que je me réveille, s'il n'était pas mieux de débrancher, si j'étais pas en souffrance inutile. Elle se souciait tellement de ma souffrance, vous voyez. Je me réveille. Et les premières choses que je vois, c'est ces papiers. Des papiers de divorce. C'est pas écrit avec de la douceur, c'est écrit avec de la précision. Elle veut que je lui cède mon patrimoine. Elle veut mes économies. Elle veut que je cède l'appartement de ma mère. Elle dit que c'est juste, que c'est ce qu'on a convenu. On n'a rien convenu du tout. Et puis je la vois quitter la chambre. Et c'est à ce moment-là que je comprends qu'il y a quelqu'un d'autre. 1 mois plus tard, elle me le dit avec un sourire. Un garçon. Rémi. Il a 28 ans. C'est un coach sportif. Il est beau. Il est musclé. Il lui parle d'une vie bohème, de voyage, de pas avoir de responsabilité. Elle lui dit que c'est bon, qu'elle va avoir accès à assez d'argent très bientôt, qu'il peut lui faire confiance. C'est là que je dois décider quelque chose. Je peux crier. Je peux être honnête sur mon état. Je peux appeler la police dès maintenant. Mais je sais quelque chose. Je connais comment elle pense. Elle croit que je suis fini. Elle croit que je vais accepter ce qu'elle veut. Elle croit que j'ai pas les forces de m'opposer. Elle croit que j'ai pas entendu ses conversations avec Rémi, que j'ai pas compris ce qu'elle a fait, que je suis trop mou, trop fatigué, trop débile pour me battre. Alors je fais une chose. Je fais semblant. Je fais semblant d'être plus blessé que je le suis. Je me tiens avec une canne. Je parle lentement. Je regarde dans le vide. Je joue le mec qui est pas vraiment revenu. Je joue le mec qui va accepter et partir tranquille. Et pendant ce temps, je fais quelque chose d'autre. L'infirmière qui s'occupe de moi, elle s'appelle Karine. Elle voit ce qui se passe. Elle n'est pas dupe. Elle a vu les visites de Sophie pendant la coma. Elle a vu les conversations avec Rémi. Elle me dit qu'il y a un monsieur qu'elle connaît. Un avocat. Quelqu'un de l'ancienne garde. Quelqu'un qui travaille en papier, qui garde les dossiers dans des classeurs, qui fait confiance à sa mémoire et à ses archives plutôt qu'à un cloud. Son nom, c'est Maître Bertrand. Il a 72 ans. Il fume des cigares. Il a un bureau dans le vieux Lyon, avec des murs remplis de livres de jurisprudence et des classeurs color-coded qu'il a tenus pendant 40 ans. Je prends rendez-vous. Je le rencontre. Et je lui raconte tout. Il écoute. Il fume. Et puis il me dit une chose qui me donne envie de pleurer. « Vous n'êtes pas marié, monsieur.
Pas légalement, pas administrativement, pas aux yeux de la loi française. Vous imaginez? 7 ans, 2 ans de coma. Jéga ne suis jamais marié. Il se met au travail. Et c'est un travail de détective. Il appelle les mairies. Il demande les registres de mariage à Marseille, à Cavaillon, à Avignon, partout où la cérémonie aurait pu être documentée. Rien. Il cherche le registre d'état civil. Rien. Et puis, il trouve quelque chose. L'acteur. Il y a une facture. Elle a gardé une facture. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme erreur? Une facture de agence de casting où elle a loué un acteur pour célébrer une cérémonie privée de renouvellement de vœux pour 800 €. Et puis, Maître Bertrand commence à creuser les transferts d'actifs. Parce que tu sais quoi? Techniquement, pour faire un transfert immobilier, il faut avoir une raison légale. Il faut avoir le droit. Et elle, pour faire les transferts qu'elle a faits, elle s'est déclarée ma conjointe à des notaires. Elle a fait des faux en écriture publique. Elle a dit qu'on était mariés, parce qu'elle savait que sans ça, les transferts seraient pas légaux. Les notaires gardent les dossiers. Maître Bertrand les contacte. Il y a les signatures. C'est elle qui a signé les papiers, en disant qu'elle était ma femme. C'est une falsification, c'est du faux, c'est de l'escroquerie. Et puis, il y a les comptes offshore. Rémi en parle avec elle lors d'une soirée. Un seul problème. Je suis dans la pièce à côté, avec un verre, et je les entends. Ils parlent d'un compte aux îles Caïmans. Ils parlent de l'argent qui s'y transfère depuis mon entreprise. Et c'est pas que depuis la coma. C'est depuis 2 ans avant l'accident, avant même que je rentre en coma, avant même qu'elle pense que je mourrais. Elle n'a pas juste attendu le moment, elle a précipité les choses. Maître Bertrand, lui, il va trouver tout ça. Pas avec des hackers, pas avec de la technologie, juste avec du papier, des téléphones, et la mémoire que les vieux avocats ont des affaires qu'ils ont traitées et des contacts qu'ils gardent. Il parle à un notaire qui se souvient du dossier. Il parle à un comptable qui a vu quelque chose d'anormal. Il parle à des collègues. Et progressivement, le tableau se dessine. Et puis, elle fait une erreur. Elle dit à ses copines qu'on va se marier, elle et Rémi. Elle dit qu'on organise une grande fête. Pas une petite affaire comme elle en a l'habitude. Non, une vraie fête. À la maison. Ma maison. Celle où je suis né à la logistique avec mon père. Celle qu'on a choisie ensemble, elle et moi. Elle invite tous nos anciens amis, les gens qui nous connaissent. Elle envoie des invitations. Elle loue un traiteur. Elle achète du champagne. C'est un mercredi soir en mars, une semaine avant la date limite que j'ai fixée avec Maître Bertrand. Et Maître Bertrand me dit « C'est le moment. Je mets un costard bleu marine, pas noir, bleu. C'est plus élégant, plus lyonnais. Je suis fin, je suis pâle, mais je suis debout, je suis vivant. Et je marche vers la porte de ma maison. Les invités arrivent. Ils me voient dans le couloir. Et je les vois qui figent. Parce qu'ils me croyaient mort. Parce qu'elle leur avait dit que j'étais un légume. Parce qu'ils sont pas préparés à me voir, marcher, parler, avoir les yeux vivants. Sophie, elle est dans le jardin. Elle porte une robe blanche. Elle est belle. Elle sourit à Rémi. Et puis elle me voit. Je te jure que c'est le moment que j'aimerais enregistrer à jamais. Parce qu'elle comprend d'un coup. Elle comprend que c'est pas fini. Et c'est là que je dis quelque chose. Quelque chose que j'avais répété avec Maître Bertrand. On ne peut pas divorcer de quelqu'un avec qui on n'a jamais été légalement marié. C'est pas méchant. C'est pas vengeur. C'est juste la vérité. Formulée avec la précision d'une femme qui organise des fêtes et qui reste convaincue que les gens font ce qu'on leur dit de faire. Et à ce moment, Maître Bertrand entre. Avec les huissiers, avec la police, avec les papiers, avec les inventaires, avec les listes de ce qui a été volé, avec les preuves de ce qui a été fraudé. Et j'y vais pas à la légère. Il y a 3 officiers, il y a 2 huissiers, il y a 4 policiers en civil qui prennent Rémi à part. Parce que c'est pas juste elle qui a commis les crimes, c'est lui aussi. Il savait, il avait un compte à son nom pour les virements. Elle essaie de courir, je te jure. Elle essaie de quitter la maison par les portes de derrière. Elle prend Rémi par la main. Et une officier de police, elle est juste là, tranquille. Et elle dit « Madame, c'est pas la peine ». On la questionne, pendant 3 heures. Et c'est dur de la voir craquer, vraiment. Malgré tout, c'est une femme que j'ai aimée. Même si cet amour était fondé sur un mensonge. Même si elle m'aurait laissé mourir. Rémi, lui, il parle pas. Il demande un avocat.
Il me regarde avec une haine qui pourrait tuer. Mais ses yeux me disent aussi qu'il sait qu'il est fini, qu'il a été l'idiot qui a cru que ça pouvait pas s'écrouler. Et moi, je reste. Je reste dans ma maison. Et mon ami Sébastien, un des rares qui a cru que je pouvais revenir, il s'assoit avec moi. On boit un café, on regarde la police qui entre et sort. On écoute les avocats qui arrivent. On voit les guests qui se défilent tranquillement. Et Sébastien, il me dit « T'as pas l'air en colère ». Et j'ai pas la réponse tout de suite. Mais après quelques minutes, je lui dis « Non, j'ai l'air vivant ». Les mois qui suivent sont longs, mais la justice française est rapide quand les preuves sont là. Et elles y sont. Les faux en écriture publique, l'escroquerie, le vol d'actifs, les transferts frauduleux. Tout. Elle est condamnée à 4 ans de prison. Rémi à 3. Les actifs qui peuvent être retrouvés lui sont repris. Ses comptes sont gelés. Et elle, après 1 année et demie, elle sort. Et elle se retrouve dans un petit appartement en périphérie de Lyon. Elle travaille dans un supermarché. Elle gère les rayons. Elle rentre le soir et elle regarde la TV. Et moi, je vois ça, et je sais pas comment je dois me sentir. Voilà pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce que j'aimerais dire que c'est une histoire sur la justice qui gagne. C'est vrai, la justice a gagné. Parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui savait comment naviguer le système. Parce que j'ai eu la chance de me réveiller. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont cru. Mais c'est aussi une histoire sur comment on peut perdre 7 ans de sa vie. Comment on peut construire quelque chose de rien, travailler 20 ans, et puis en quelques mois de sommeil, regarder quelqu'un démolir ce qu'on a construit. Comment on peut aimer quelqu'un avec tout son cœur et découvrir qu'on aimait une menteuse, une voleuse, une criminelle. Et c'est une histoire sur l'amour. Parce que oui, j'ai aimé, même si c'était faux, même si elle m'aurait tué. J'ai aimé ce que je croyais que c'était. Et ça, c'est la vraie tragédie. Pas la trahison, pas le vol. C'est d'avoir donné mon amour à quelqu'un qui n'était pas digne de le recevoir. Je suis revenu. Et je suis revenu au travail. La boîte va bien. On a eu des bons trimestres. Et moi, je suis plus seul. Je suis plus heureux. Mais je suis plus jamais naïf. Je suis plus jamais quelqu'un qui donne le contrôle total à quelqu'un d'autre. Sophie regarde les murs de son appartement et essaie de comprendre comment elle est tombée. Rémi fait des vidéos de sport en sous-sol pour des ados qui s'en foutent. Et moi, je suis à la boulangerie le dimanche matin, je prends mes croissants et je dis bonjour aux voisins. C'est pas une victoire glorieuse, c'est la vie. Et pour la première fois depuis 7 ans, j'en suis reconnaissant. Si vous avez une histoire de confiance trahie, de quelqu'un qui a menti et qui a essayé de vous voler ce que vous aviez construit, écrivez-moi. On peut en parler. On peut se soutenir. Parce que j'ai compris quelque chose. La vengeance, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce qui est mieux, c'est la vérité. Et la vérité détruit rien que les coupables. C'est mon histoire. L'histoire d'un homme de Lyon qui a perdu 2 ans, qui a perdu sa confiance, qui a perdu une femme qui n'a jamais vraiment existé, et qui a gagné sa vie en retour. Merci de m'avoir écouté.